Le hangar. Bond Sinset a été condamné une première fois en 19 après la disparition d'un agent de sécurité retrouvé 3 jours plus tard. Dans la chambre froide, debout, la nuque cassée, comme s'il avait été suspendu par l'intérieur. On avait fermé l'affaire en parlant d'un accident, puis en 2006, un technicien de maintenance a juré avoir vu, sur les caméras, une silhouette trop grande pour entrer dans le champ. Et pourtant, elle avançait. Il a quitté le site en courant, a abandonné son badge sur le gravier et n'est jamais revenu. Moi, j'y ai travaillé en 2023, de nuit, seul. Je m'appelais Matisse. J'avais 27 ans. J'étais intérimaire, payé au minimum, et je gardais les lieux pour une société de stockage qui ne se vantait pas de ses contrats. Un entrepôt isolé, en bord de route, encerclé par des champs plats et des taillis noirs. La nuit, le vent passait au ras des tôles et faisait chanter les charnières comme des dents. Je n'avais pas été embauché pour réfléchir. Je devais simplement rester au poste, faire des rondes, vérifier les portes, regarder les écrans. Une nuit ordinaire. Une de ces nuits où l'on croit que le pire qui puisse arriver, c'est un renard qui déclenche un détecteur. À 22h03, j'ai signé l'entrée sur le registre. J'ai accroché mon blouson au dossier de la chaise et j'ai pris le trousseau de clés. Mon chef m'avait prévenu. Si tu entends des bruits dans le B17, tu n'y vas pas. Tu appelles. Il avait dit ça avec un rire bref, comme une plaisanterie. Mais ses yeux n'avaient pas ri. Le poste de contrôle était une cabine vitrée, posée entre deux couloirs, avec un bureau, un vieux radiateur électrique et un mur d'écran. 12 caméras, des couloirs, des quais de chargement, l'extérieur et l'entrée du fameux hangar B17. Une porte métallique grise, marquée d'un numéro peint à la main, comme une cicatrice. Au début, rien d'anormal. L'entrepôt respirait, voilà tout. Le métal se dilatait et se contractait. Les tuyaux murmuraient. La ventilation poussait un souffle tiède qui sentait la poussière, l'huile et le plastique. J'avais l'habitude des lieux vides. J'avais déjà fait des gardes dans des zones industrielles. On s'ennuie, on bâille, on boit du café tiède, on compte les minutes. À 2h50 quoi. J'ai fait ma première ronde. Je me souviens précisément de l'ordre des portes, comme on se souvient d'un itinéraire qui mène à un accident. D'abord les quais 1 à 4, puis le couloir des bureaux vides, puis le secteur des chambres froides, puis la galerie technique, et enfin, le couloir qui menait au B17. Je n'avais aucune raison d'y aller. La porte était censée rester fermée, mais j'ai quand même pris ce couloir-là, par réflexe, parce qu'il faisait partie du plan. L'éclairage au néon y était plus faible, avec des tubes qui clignotaient par moments. Le sol était lisse, humide à certains endroits, comme s'il transpirait. Mes pas faisaient un bruit sec, puis un bruit plus mat quand je marchais sur des zones où la poussière avait bu l'humidité. Et à mesure que j'avançais, l'air changeait. Ce n'était pas seulement le froid, c'était une odeur, un fond de métal mouillé, et dessous, quelque chose de plus ancien, plus rance. Une note de sulfure, légère mais nette, comme après l'allumage d'une allumette. Et puis, par intermittence, une bouffée de gni. Non, pas gni. Le mot exact, celui qui m'est survenu sans que je le choisisse, c'était ni. Nieux, comme du tissu qui pourrit, comme des déchets oubliés dans un coffre fermé. Je me suis arrêté à quelques mètres de la porte du B17. Le numéro était là, peint en noir. B17. La porte était fermée, mais la poignée, une barre horizontale, vibrait, très légèrement. Comme si de l'autre côté, quelqu'un posait la main dessus sans appuyer. Je me suis figé, la lampe torche levée. Je me suis dit, le vent. L'entrepôt n'est pas étanche. Les courants d'air font trembler les tôles. C'est plausible. Ça l'était. Alors j'ai fait un pas de plus. Et là, j'ai entendu le bruit. Pas un cliquetis.
Un grattement. Bas, à hauteur du sol, comme des ongles qui tirent sur du métal, lentement, en cherchant un point faible. J'ai senti ma nuque se contracter. Une tension immédiate, animale. Les poils de mes bras se sont dressés. Je n'ai pas appelé. Pas encore. J'ai fait ce que font les idiots quand ils ont peur. J'ai voulu vérifier, pour me prouver que ce n'était rien. J'ai approché l'oreille. Le grattement s'est arrêté. Il y a eu un silence très net, si net que j'ai entendu mon propre souffle. Puis, à travers la porte, j'ai perçu un chuchotement. Pas des mots, plutôt un frottement vocal, comme une bouche trop sèche. Une voix qui essaie, qui répète une intonation sans la comprendre. Je me suis reculé d'un pas et ma chaussure a glissé sur une zone humide. J'ai fait un bruit banal. Et, aussitôt, de l'autre côté de la porte, quelque chose a répondu. Un coup, unique, sourd. Pas sur la poignée, sur la tôle, plus haut. Comme si une main très grande venait de se poser à plat. Je suis reparti sans courir, mais vite, le cœur battant, la torche oscillant. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je sentais, physiquement, que si je regardais, je verrais quelque chose que mon cerveau refuserait d'admettre. Je suis revenu à la cabine. Akrodoasum. 23 Arsetopasum. J'ai noté Rondoquet sur le registre, parce que ma main l'a écrit toute seule. J'ai bu une gorgée de café et j'ai senti l'amertume me brûler la langue comme un rappel. Tu es vivant, c'est réel. J'ai levé les yeux vers les écrans. La caméra du couloir B17 affichait l'image. Le néon pâle, le sol brillant, la porte au fond. Tout immobile. Sauf une chose. À gauche de la porte, dans l'ombre, il y avait une forme. Une forme que je n'avais pas vue en y étant. Une masse verticale, comme un poteau trop fin, trop haut. Pas un objet identifiable. Pas une palette. Pas un chariot. Un segment de noir, plus noir que le reste. Je me suis rapproché de l'écran. Je me suis penché, presque collé à la vitre. La forme n'était pas stable. Elle tremblait, comme si elle oscillait doucement, comme un corps qui se balance. J'ai cligné des yeux. J'ai changé de caméra. J'ai pris l'angle extérieur. Rien. Puis l'angle du couloir adjacent. Rien. Puis retour sur B17. La forme avait bougé. Elle n'était plus à gauche. Elle était juste devant la porte. Et là, je l'ai compris. Ce n'était pas un poteau. C'était quelqu'un ou quelque chose. Très grand. Trop grand pour tenir droit dans ce couloir sans frôler les néons. Sauf que les néons ne bougeaient pas. Et la silhouette, elle, n'avait pas de tête visible. Elle semblait s'arrêter avant, comme si le haut de son corps disparaissait dans l'obscurité au-dessus du champ de la caméra. Je me suis forcé à respirer. J'ai cherché une explication rationnelle, un effet de perspective, un angle mort, une infiltration, un voleur. Mais la silhouette n'avait pas les proportions d'un homme. Elle était trop étroite aux épaules, trop longue aux bras. Les bras, oui, on les devinait. 2 lignes qui descendaient d'homme presque jusqu'au sol. Et ce qui m'a glacé, c'est qu'elle ne bougeait pas comme un humain. Elle bougeait par saccades, mais des saccades lentes, comme si elle se recalait entre 2 images. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai tapé le numéro du chef. J'ai hésité. Parce qu'au même moment, sur l'écran, la poignée de la porte du B17 a bougé. La barre s'est abaissée, lentement. La porte a fait un bruit très léger, un soupir de métal. Elle s'est entr'ouverte d'1 centimètre. Pas plus. Comme si quelque chose testait la fermeture, sans vouloir encore entrer. J'ai appelé. La tonalité a sonné. 1 fois, 2 fois, puis la voix de mon chef, endormi et irrité. « Quoi ?» Je voulais parler, mais ma gorge était sèche. J'ai dit « Il y a quelqu'un au B17. » Il a expiré, agacé. « Tu l'as vu ?» Sur les caméras. Silence. Puis, d'un ton plus bas, « Tu n'y vas pas. » Je sais. Tu restes dans la cabine.
Tu fermes la porte, tu verrouilles. Et vous » Il m'a coupé, je rappelle. La ligne a raccroché. J'ai regardé la porte de la cabine. Elle était fine, en PVC renforcé. Un verrou. Un verrou qui n'aurait arrêté qu'une personne qui respecte les règles. J'ai verrouillé. J'ai abaissé le volet métallique à moitié, comme si ça pouvait me protéger. Sur l'écran, la porte du B-17 s'est ouverte davantage. 5 cm. 10. Puis elle s'est figée. Et de l'entrebâillement, une chose est apparue. Quelque chose de pâle. Un doigt? Non. Trop long. Trop lisse. Une phalange, qui ressemblait à un os, mais recouverte d'une peau blanche, sans veines, presque translucide. Elle a glissé sur le bord de la porte, comme si elle cherchait l'air. Puis elle s'est retirée. La porte s'est refermée doucement, sans claquer. Et la silhouette a disparu de l'écran. Je suis resté là, immobile, à regarder le couloir vide. Les secondes passaient. Mon cœur battait trop fort. Chaque battement résonnait dans mes oreilles, comme un tambour. Après 23h31, un événement a fait basculer la nuit dans quelque chose d'irréversible. L'interphone a grésillé. Je n'avais pas d'appel prévu. Personne ne devait entrer. Le grésillement a duré 3 secondes. Puis une voix est sortie. Ma voix. Exactement mon timbre. Ma manière d'articuler. Et cette voix a dit « Mathis, ouvre !» Je me suis levé d'un bond. La chaise a reculé en grinçant. La voix a répété, plus lentement, « Mathis, ouvre !» Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas respiré. L'interphone a craché un souffle, puis un son humide, comme une langue qui passe sur un micro. Et là, le ton a changé. La voix n'essayait plus d'imiter parfaitement. Elle apprenait. « Mathis, ouvre !» J'ai reculé jusqu'au mur, comme si la cabine pouvait devenir plus petite. J'ai regardé les caméras extérieures, l'entrée du site. Rien. Le parking. Vide. Les champs au-delà de la clôture. Noir. Puis, sur la caméra du couloir principal, j'ai vu une ombre glisser. Pas une silhouette entière. Juste un morceau de noir qui passait sur le sol, comme un bras trop long qui traîne. Le mouvement était silencieux. Et, une seconde plus tard, une des lampes du couloir principal a clignoté, puis s'est éteinte. Puis une autre, comme si quelque chose avançait et avalait la lumière derrière lui. Je savais, à cet instant, que ça venait vers la cabine. Je me suis précipité vers l'armoire de sécurité. Une lampe de secours, une bombe lacrymogène, un bâton télescopique. J'ai pris le bâton. Mes doigts tremblaient, mais je l'ai déployé avec un clic sec. Ridicule. Contre quoi? Contre une ombre qui imite les voix et déplace les portes. L'interphone a repris d'un ton presque joyeux. « Ouvre !» Et pendant qu'il parlait, j'ai entendu quelque chose, de l'autre côté de ma porte. Un bruit de respiration. Mais pas une respiration humaine. Un souffle long, râpeux, comme si l'air passait dans un conduit étroit, plein de mucus. Et à chaque expiration, une odeur est entrée, même à travers les joints. Soufre et pourri, quoi. Je me suis mis à pleurer sans le vouloir. Pas des sanglots. Des larmes silencieuses, incontrôlables, parce que le corps comprend avant l'esprit qu'il est en danger. La poignée de la cabine a bougé, doucement, comme la poignée du B-17. Quelqu'un, quelque chose, testait. Puis un grattement a commencé, exactement comme tout à l'heure. Des ongles sur du plastique, cherchant un angle. J'ai serré le bâton, prêt à frapper si la porte s'ouvrait. Et c'est là que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai regardé par la petite vitre de la porte. Je m'attendais à voir un homme, un intrus, quelqu'un en capuche. J'ai vu un visage. Non, pas un visage, un assemblage. Dans l'obscurité, à quelques centimètres de la vitre, il y avait une surface pâle, comme une peau étirée. On distinguait des reliefs qui auraient sans pu être un nez, une bouche. Mais tout était à la mauvaise place. La bouche était trop large, et quand elle s'est ouverte, il n'y avait pas de dents.
seulement des gencives lisses, comme une plaie cicatrisée. Et les yeux n'étaient pas des yeux. C'étaient 2 zones plus sombres, profondes, sans reflet, comme 2 trous humides. La chose collait cette masse contre la vitre, comme si elle voulait comprendre ce qu'elle voyait, comme si elle essayait de me copier. Je me suis arraché de la vitre en arrière, heurtant le bureau. Mon genou a frappé un tiroir. La douleur m'a rendu un instant lucide. Il faut partir. Mais la cabine n'avait qu'une porte. Et dehors, il y avait ce couloir avalé par l'obscurité. Mon téléphone a vibré. Un message. Mon chef. Je suis en route. 20 maintenant. Ne sors sous aucun prétexte. 21 minutes. 21 minutes avec ça derrière la porte. Je me suis accroupi, dos au mur, et j'ai regardé les caméras. Sur l'écran du couloir principal, la silhouette était là. Cette fois, on la voyait entière. Elle était penchée, comme si elle ne pouvait pas se tenir droit, comme si son corps n'était pas conçu pour cette architecture. Ses bras étaient trop longs, pliés à des angles impossibles, et son cou, il n'y avait pas de cou. Sa tête semblait fondue dans ses épaules. Elle était à 1 mètre de ma porte, et elle ne bougeait pas. Elle attendait. L'interphone a grésillé encore, et ma voix a dit, sur un ton presque tendre, « Mathis, ouvre. Je suis moi. » Puis un rire, mais un rire sans souffle, comme un son enregistré qui se déforme. La poignée a tremblé plus fort. J'ai entendu un clic. Le verrou. Le verrou a bougé. J'ai compris, avec un froid brutal dans le ventre, que ce n'était pas la porte qui cédait. C'était le mécanisme qui était manipulé, de l'intérieur, par une main qui trouvait les angles. J'ai bondi vers le verrou pour le tenir, comme si mes doigts pouvaient remplacer l'acier. J'ai appuyé de toutes mes forces. La porte a bougé d'1 millimètre, puis d'un autre. Le grattement s'est transformé en raclement, plus violent. Le plastique de la porte geignait, et la voix, de l'autre côté, s'est mise à chuchoter, très vite, comme une prière mal apprise. « Ouvre, 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 ouvre !» J'ai hurlé. « Non !» Et tout s'est arrêté. Silence. Pas de grattement, pas de souffle. Rien. Un vide sonore si total que j'ai cru être devenu sourd. Je suis resté, main crispée sur le verrou, tremblant, incapable de relâcher. 1 minute a passé, puis 2. Je me suis forcé à regarder les écrans. Le couloir principal était vide. La silhouette avait disparu. Je n'ai pas ressenti du soulagement. J'ai ressenti quelque chose de pire, la certitude qu'elle avait changé de stratégie. Un bruit a résonné, très loin dans l'entrepôt. Un claquement métallique, puis un autre. Comme des portes qu'on ouvre et qu'on ferme, une à une. Elle parcourait le bâtiment. Elle cherchait une autre entrée. Le radiateur électrique s'est éteint. Les écrans ont clignoté. Pendant 1 seconde, ils sont devenus noirs. Quand l'image est revenue, les caméras montraient toutes la même chose. Toutes. Le même couloir, la même porte du B17, comme si le système avait été forcé à diffuser un seul flux. La porte du B17 était ouverte, grande ouverte, et dans l'encadrement, il y avait quelque chose qui pendait. Un corps? Non. Une forme longue, filandreuse, comme un manteau vide. Et, juste en dessous, sur le sol, on voyait une traînée sombre. Une traînée qui avançait vers la caméra, vers moi. Puis, sur l'écran, très lentement, la caméra a changé d'angle, sans que personne ne touche aux commandes. Elle a pivoté, comme si une main invisible la tournait, et elle s'est arrêtée sur la porte de ma cabine. Je me suis vu, moi, de profil, collé au verrou. Et derrière la vitre de ma porte, une tache pâle, une forme de visage, à quelques centimètres de moi. Je me suis retourné d'un coup. La vitre était vide, mais l'odeur, elle, était là, maintenant, dans la cabine. Le soufre, le pourri, et une sensation de froid sur ma nuque, comme un souffle qui ne touche pas la peau, mais la traverse.
j'ai senti quelque chose frôler mes cheveux, lentement, comme des doigts. J'ai tourné la tête, millimètre par millimètre, incapable de me retourner entièrement. Et j'ai vu, dans le reflet du verre de la cabine, pas en face, pas directement, mais dans le reflet, une silhouette derrière moi, très proche. Elle n'était pas entrée par la porte, elle était là, comme si elle avait traversé. Ses bras pendaient de chaque côté de mon corps, comme deux câbles. Et sa tête était inclinée au-dessus de mon épaule, comme une personne curieuse qui lit par-dessus. Sauf que ce n'était pas curieux, c'était affamé. J'ai frappé en arrière avec le bâton, de toutes mes forces. Le bâton a traversé quelque chose de mou, de froid, comme un tas de vêtements humides. Et le son qui est sorti n'était pas un cri, c'était un craquement, comme du bois qu'on casse. La silhouette a reculé d'un pas, ou plutôt, elle s'est déplacée, sans marcher, comme si elle glissait. Et là, j'ai vu sa main. Une main qui n'avait pas de doigts séparés, mais des extensions longues, qui se terminaient par des pointes dures. Des ongles? Des os? Je ne sais pas. Elle a levé cette main vers le verrou, et, avec une précision terrifiante, elle a touché le mécanisme, comme si elle savait exactement comment l'ouvrir. Je ne pouvais pas la laisser faire. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé la bombe lacrymogène et j'ai pulvérisé, en visant l'ombre. Le gaz a rempli la cabine. Une odeur de poivre, chimique, agressive. Mes yeux ont brûlé. Ma gorge s'est enflammée. Mais la chose n'a pas toussé. Elle n'a pas reculé comme un être vivant. Elle a simplement tourné la tête, comme si l'odeur l'amusait. Et, avec ma voix, elle a dit, très clairement, « Ça ne marche pas ». Je me suis mis à suffoquer. Je voyais flou. Je pleurais à cause du gaz. Et c'est à ce moment-là que les lumières du site, toutes, se sont éteintes. Un noir total. Plus d'écran. Plus de néon. Plus rien. Seulement ma respiration, brûlante, et tout près, ce souffle humide qui n'était pas le mien. Je me suis jeté vers la porte en tâtonnant, sans savoir si je fuyais vers elle ou vers un mur. Mes doigts ont trouvé le verrou. Je l'ai tiré. La porte s'est ouverte. Je n'ai pas pensé. Je suis sorti. Le couloir était noir, mais j'avais ma torche. Je l'ai allumée. Le faisceau a découpé un tunnel de lumière pâle. Et dans ce tunnel, à 3 mètres, se tenait la silhouette. Elle m'attendait dehors, comme si elle avait su que je sortirais. Elle était plus grande que je l'imaginais. Son corps semblait fait de segments, comme un mannequin mal assemblé. Sa peau n'était pas une peau. C'était une surface mate, irrégulière, qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir. Et son visage? Elle avait essayé de se faire un visage. Mais c'était une caricature, une imitation faite avec ce qu'elle avait sous la main. Une bouche trop large, des faux reliefs, des yeux en creux. Et, au centre du visage, un détail m'a donné la nausée. On voyait une marque, comme une empreinte, comme si elle avait pressé sa face contre la vitre pour apprendre, et que la vitre avait laissé une trace sur elle. Elle a avancé, pas en marchant, en glissant, par à-coups, comme un insecte qui se téléporte sur une surface. J'ai couru. Le couloir semblait plus long qu'avant. Mes pas résonnaient, mais pas de la même manière. Chaque bruit revenait avec un léger retard, comme si les murs répétaient mes sons. Derrière moi, j'entendais quelque chose. Pas des pas. Un frottement sur le sol, comme une masse qui traîne. Et, par moments, un grattement sur les murs, à hauteur d'homme, puis plus haut, comme si des doigts immenses suivaient le couloir en caressant les surfaces. J'ai tourné au croisement, vers les quais. La torche sautait, le faisceau tremblait. Je respirais en haletant, la gorge en feu. Je savais que la sortie principale était au bout du couloir des quais, mais il fallait traverser une zone ouverte, un espace où la lumière de ma torche ne suffirait pas à voir les angles. J'ai entendu, juste derrière moi,
un chuchotement, très près. Mathis. J'ai senti un souffle sur mon oreille. J'ai accéléré. J'ai failli tomber. Mes chaussures ont glissé sur une flaque. J'ai rattrapé mon équilibre en m'agrippant à une palette. Et là, la torche a éclairé un détail qui m'a brisé. Sur le sol, juste devant moi, il y avait des traces. Pas des traces de pas, des traces de doigts. Comme si quelqu'un avait marché sur ses mains. Des empreintes longues, fines, avec des extrémités pointues. Elles allaient dans mon sens, et à côté des miennes, elles se superposaient, comme si la chose marchait exactement là où j'avais marché. Elle imitait. Elle apprenait à me suivre comme un costume. Un bruit sec a claqué dans l'obscurité. Un choc sur métal. J'ai levé la torche. Une porte de quai venait de se refermer toute seule. Puis une deuxième. Puis une troisième. Les portes se fermaient devant moi, une à une, comme des mâchoires. Je me suis retrouvé coincé dans l'espace des quais, entouré de portes closes, de silhouettes de camions fantômes. L'air sentait le caoutchouc, la poussière, et maintenant, ce souffle insupportable. J'ai tourné sur moi-même. La torche a balayé l'espace, et j'ai vu, debout sur une rampe, une forme qui n'était pas la silhouette principale. Une autre, plus petite, comme une version inachevée. Elle avait la forme d'un homme, mais ses jambes étaient trop longues, et ses bras traînaient. Elle tenait quelque chose. Mon badge. Mon badge que j'avais sur moi, à mon cou. Mais je l'avais toujours. Je l'ai touché. Il était là. Alors ce qu'elle tenait, ce n'était pas mon badge. C'était une copie. Un morceau de plastique avec mon nom, imprimé. Mathis. Je l'ai lu dans le faisceau, et j'ai senti mon estomac se retourner. La petite forme a incliné la tête, comme un enfant curieux. Et, derrière elle, dans l'ombre, la grande silhouette s'est avancée. Je l'ai entendue avant de la voir. Le frottement, le craquement, cette respiration qui n'avait pas de rythme. Elle est entrée dans le faisceau de ma torche, et elle a souri. Je sais que ça paraît impossible, mais la bouche s'est étirée, comme si elle comprenait le concept de sourire et qu'elle le reproduisait. Un sourire trop large, sans dents, un sourire de peau. Puis elle a parlé, pas avec ma voix, avec une voix composée, comme si plusieurs timbres se superposaient. Tu travailles seul. Chaque mot était prononcé lentement, comme un enfant qui lit. Tu n'as pas de témoin. Je me suis reculé, jusqu'à heurter une porte de quai. Mes mains ont cherché un bouton de sortie. Il fallait un code ou un badge. Le badge. Mon badge. J'ai tiré sur la lanière, mes doigts tremblaient. Mais au moment où j'ai approché le badge du lecteur, l'écran du lecteur s'est allumé. Pas en vert, en rouge. Et il a affiché un message. Accès. Refuse. Utilisateur dupliqué. Je suis resté figé. Utilisateur. Dupliqué. J'ai regardé la grande silhouette. Elle a levé lentement la main. Et dans sa main, il y avait un badge. Le mien. Pas une copie. Le mien avec ma photo, mon numéro, mes griffures sur le plastique. Je l'ai senti sur ma poitrine. La lanière était vide. Il avait disparu. Quand? Je ne l'avais pas senti. Elle l'avait pris sans toucher. Ou elle m'avait touché sans que je le sache. La petite forme a fait un pas. Elle a tendu sa copie de badge vers le lecteur. Le lecteur a bipé. Vert. La porte de quai s'est entr'ouverte. Un souffle d'air glacé de l'extérieur a pénétré, portant l'odeur de la nuit humide, de la terre, et une odeur de fer, comme du sang froid. La grande silhouette a incliné la tête, comme pour me faire signe, comme si elle me disait « Vas-y, sors ». Je n'ai pas compris tout de suite. Puis, j'ai compris la logique horrible. Elle voulait que je sorte, parce que dehors, je n'aurais nulle part où me réfugier. L'entrepôt, au moins, avait des murs. Dehors, il n'y avait que des champs. Mais rester ici signifiait mourir.
Alors j'ai couru vers la porte entr'ouverte. J'ai passé l'ouverture. Je me suis retrouvé sur le quai extérieur, face au parking vide. Le vent m'a fouetté. La pluie fine m'a piqué le visage. Le ciel était noir, sans lune. J'ai cherché ma voiture du regard. Je l'ai vue au loin, sous un lampadaire. Mon seul point de fuite. Je me suis mis à courir. Derrière moi, j'ai entendu la porte de quai s'ouvrir plus grand. Un frottement sur le métal. Puis un bruit sourd. Quelque chose qui tombe sur le béton. Je n'ai pas osé me retourner. J'ai couru comme un animal. Le lampadaire clignotait. La lumière faisait des flashs, comme une scène stroboscopique. À chaque flash, j'avais l'impression de voir des formes dans le champ, des silhouettes figées entre les voitures, des choses penchées. Je suis arrivé à ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber les clés. J'ai ouvert la portière, je me suis jeté dedans, j'ai claqué. Et là, j'ai senti quelque chose. Sur la banquette arrière, une présence, un poids qui n'était pas visible, mais qui faisait craquer le cuir. Et une odeur, soudain, très forte. Soufre, pourri, humide. J'ai hurlé et j'ai tourné la tête. Dans le miroir intérieur, j'ai vu un visage, derrière moi. Un visage collé presque au mien, mais à l'envers, comme si la chose était accrochée au plafond de la voiture. 2 trous noirs pourrieux, une bouche trop large. Et avec ma voix, à quelques centimètres, elle a murmuré « On rentre ». J'ai arraché la clé, j'ai tourné. Le moteur a toussé. Rien. Il a toussé encore. Rien. La chose a bougé. Je l'ai vu dans le miroir. Un bras long descendait lentement vers mon épaule. J'ai senti un froid brut sur ma peau. J'ai réussi à démarrer au 3e essai. Le moteur a rugi. Je n'ai pas regardé. J'ai appuyé sur l'accélérateur. La voiture a bondi. Et j'ai entendu un bruit atroce, un craquement de métal, comme si quelque chose se plantait dans la carrosserie. La voiture s'est étirée en arrière, une fraction de seconde. Puis, elle s'est libérée, comme si une main avait lâché. J'ai quitté le parking, j'ai foncé sur la route. Le monde était un tunnel de pluie et de phares. Je respirais comme un noyé. Je n'osais pas regarder dans le rétroviseur intérieur. Mais je l'ai fait. La banquette arrière était vide. Et pourtant, sur la vitre arrière, il y avait des traces. Des traces de doigts, longues, pointues, alignées comme si quelqu'un s'était appuyé de l'intérieur. Et sur la buée de la vitre, un mot avait été tracé. Lentement, comme avec un ongle. Dupliqué. J'ai roulé sans m'arrêter, jusqu'à la ville, jusqu'à une station-service éclairée, pleine de bruit. J'ai sauté hors de la voiture. J'ai couru vers des gens. J'ai balbutié. J'ai demandé qu'on appelle la police. Quand la police est arrivée, j'ai essayé d'expliquer. Les agents ont regardé ma voiture. Ils n'ont rien vu, sinon une rayure sur la carrosserie. Ils ont pensé à une crise de panique, à la fatigue, à l'alcool. J'étais sobre, mais ma voix tremblait. Mes yeux brûlaient. Je sentais encore ce souffle sur ma nuque. On m'a ramené au site. Mon chef était là. Il avait le visage blême. Il m'a pris à part et m'a dit « Tu as ouvert le B-17 » J'ai juré que non. Il m'a regardé longtemps, puis il a murmuré « Alors c'est qu'il t'a ouvert ?» On est entrés ensemble dans la cabine. Les écrans étaient revenus. Tout était normal, sauf une caméra. La caméra de la cabine. Sur l'enregistrement, on me voyait quitter la cabine à Fripton 114 Gorsk. On me voyait courir dans le couloir, mais juste derrière moi, il y avait quelqu'un qui courait aussi, avec ma taille, mon allure, mon visage. Un moi légèrement décalé, plus raide, plus long dans les bras. Et, quand je sortais du champ, ce double s'arrêtait devant la caméra, tournait lentement la tête et souriait. Mon chef a coupé l'écran. Il a pris le registre. À la page de ce soir-là, il y avait 2 signatures. La mienne, à coin, 22h03, et une autre, à coin, 22h04, même écriture.
Même non. Sauf que la seconde signature avait une pression étrange, comme si la main avait appuyé trop fort, creusant le papier. Je suis parti. Je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Mais la fin de l'histoire, la vraie fin, n'est pas l'entrepôt. La vraie fin, c'est ce qui s'est passé 3 semaines plus tard. Je me suis réveillé une nuit dans mon appartement, avec la sensation qu'on me regardait. Pas un rêve, pas une impression, une certitude physique, comme un poids sur la poitrine. La chambre était sombre. La pluie frappait la fenêtre. Je me suis tourné, cherchant la source. Et j'ai vu la porte de ma chambre, entrebâillée. Je suis sûr de l'avoir fermée. Dans l'interstice, il y avait une ombre, quelque chose de très mince, et une odeur de soufre. J'ai voulu parler, mais ma gorge s'est serrée. Alors, de l'autre côté de la porte, une voix, ma voix, a chuchoté très doucement, comme si elle était déjà chez elle. « Mathis, ouvre. » Et, dans le même instant, j'ai entendu derrière moi, dans l'obscurité de la pièce, un souffle humide, tout près, comme si cette fois, il n'avait même plus besoin d'attendre que je sorte, comme si le B17 n'était pas un lieu, mais une porte, et qu'elle venait de s'ouvrir, juste derrière toi.